C'est Stéphanie Combe qui dirige le Health Data Hub avec ténacité, courage et brio depuis un moment. Voilà, comment vous voyez tout ça, quels sont les projets que vous portez et puis quelles vont être aussi les vigilances du côté du pilotage de tout ça et finalement de l'implication de tout un chacun, je dirais à la fois comme citoyen, patient potentiel, mais aussi intervenant et manager. Donc Stéphanie, c'est à vous. Donc le volume horaire est le même, si on peut dire horaire, il est plutôt en minutes. Donc 11-12 minutes pour vous, Stéphanie Combe. Est-ce que vous êtes là? Bonjour, merci beaucoup de me donner l'occasion de parler et de compléter les super exemples qui viennent d'être présentés. Donc effectivement, moi je peux commencer aussi par alimenter finalement cette liste d'exemples pour donner un petit peu à voir de ce qu'on peut faire avec les données de santé. Donc on accompagne du côté du Health Data Hub aujourd'hui une quarantaine de projets. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en décrire quelques-uns dans le temps imparti, bien sûr. Donc on a déjà des projets qui visent à appuyer l'effort de gestion de la crise sanitaire, forcément dans le contexte actuel. Par exemple, un projet qui s'appelle Frog Covid, qui est porté par une start-up en association avec une unité de recherche INSERM et qui va chercher, à partir des données de l'assurance maladie, à comprendre les parcours de soins, notamment des patients qui développent des formes sévères et du coup qui sont hospitalisés pour cause de Covid et qui sont admis en réanimation. Et l'idée de ce projet, c'est pas seulement d'identifier les comorbidités, donc les populations à risque, mais c'est aussi de suivre dans le temps ces patients, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul pour les patients qui sont passés en réanimation sur leurs besoins médicaux par la suite, à l'issue de l'hospitalisation, les conséquences de cette hospitalisation sur sa qualité de vie, emploi, vie sociale, etc. Donc ça, c'est un premier projet. On a aussi deux séries de projets qu'on accompagne qui avaient été sélectionnés via des appels à projets qui portent sur des pathologies différentes. Il n'y a pas de spécialisation du Health Data Hub en termes d'accompagnement de projet. Donc, il y a un projet qui s'appelle DeepStark que je trouve assez illustratif de ce qu'on peut faire avec des croisements de données de santé. C'est un projet qui porte sur le sarcome, qui est un cancer rare, multiforme, qui est associé à un sombre pronostic de survie. En 40 ans de recherche clinique, il y a encore beaucoup de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse en raison du très faible nombre de patients qui sont atteints par cette pathologie et qui ne permettent pas de conduire toujours des essais cliniques. Donc, dans ce projet qui est porté par plusieurs centres de lutte contre le cancer, l'idée, ça va être de chaîner les données d'une cohorte très précise de patients atteints de sarcome avec les données de l'assurance maladie qui sont un peu moins précises sur le plan clinique parce que vous n'avez pas d'examen, des radios, des résultats d'analyse biologique, mais vous avez toute la consommation de soins dans le passé et dans le futur si vous suivez les patients, ce qui va permettre d'avoir des parcours de soins pour ces patients atteints de sarcome et qui va permettre, en tout cas c'est l'espoir des porteurs de projets, de comparer des prises en charge qui ne peuvent pas être comparées dans le cadre d'essais cliniques. Donc pour vous donner un exemple très concret, ils vont chercher à voir si ça marche mieux de faire une chimiothérapie avant ou après une opération. Troisième exemple, donc j'essaie de vous donner des exemples un petit peu différents à chaque fois. Donc le projet Hugo Cher, donc qui va parler à Pierre-Antoine, je pense, mais qui est du coup avec le réseau Hugo. Donc là, c'est très intéressant parce que l'idée, c'est de réunir déjà des données d'établissements hospitaliers. Donc, si les établissements sont associés à ce projet-là, pour étudier les interactions médicamenteuses pour des patients âgés qui sont souvent atteints de plusieurs maladies chroniques, qui reçoivent beaucoup de traitements qui s'additionnent et du coup qui sont sujets à un risque important d'interactions médicamenteuses ou qui peuvent souffrir d'interruptions de traitement avec des conséquences plus ou moins graves. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'associer l'initiative qui a été décrite dans le Grand Ouest et qui va réunir des données cliniques hospitalières avec les données de l'assurance maladie qui, là, à nouveau, donnent des informations complémentaires de parcours de soins dans le passé et puis également potentiellement dans le futur.
Et je peux vous donner un dernier exemple avant de passer à l'autre question, celle des rôles et responsabilités des acteurs. C'est un exemple que j'affectionne particulièrement parce que je le trouve vraiment très concret. Il est porté par un industriel du dispositif médical connecté qui est Implicity. Donc, eux, ils monitorent des données qui sont générées par des dispositifs médicaux connectés, donc par exemple des pacemakers. Et ce qu'ils veulent faire, c'est essayer d'identifier dans ces données générées par les pacemakers des signes avant-coureurs d'insuffisance cardiaque. Et comment ils vont s'y prendre pour faire ça? Ils vont chaîner les données des dispositifs connectés avec celles de l'assurance maladie. Vous voyez qu'à chaque fois, souvent, on va chercher à s'appuyer sur les données d'assurance maladie pour identifier des signaux dans ces données de pacemaker associés à une hospitalisation. Si jamais ils arrivent à faire cet algorithme prédictif d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, ils seront capables de développer un logiciel de notification pour les professionnels de santé qui va permettre aux professionnels de santé de mieux accompagner les patients puisqu'ils seront alertés si jamais il y a une crise d'insuffisance cardiaque qui commence à se développer chez le patient. Et ils pourront agir avant que le patient se retrouve aux urgences. Donc voilà pour quelques exemples de projets qui sont portés par des acteurs qui ne sont pas le Health Data Hub. Nous, on leur offre juste un accompagnement et qui sont, à mon sens, vraiment porteurs de transformation du système de santé dans des domaines assez différents. Donc, pour répondre effectivement aux enjeux liés finalement au passage à l'échelle, Anne-Marie, si c'est là-dessus que vous voulez que je développe un petit peu, comment ça peut marcher et quels sont les rôles de chacun pour que finalement on arrive demain à servir de plus en plus de projets de données de santé. Peut-être que je peux prendre juste quelques minutes pour vous expliquer ce que c'est que le Health Data Hub qui joue un rôle dans cette galaxie d'acteurs. Donc, c'est une structure qui a été créée il y a un peu plus d'1 an, comme le disait Anne-Marie en introduction, en décembre 2019, qui fait suite à une structure que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'Institut national des données de santé, qui faisait déjà un accompagnement des porteurs de projets, mais sur un plan purement administratif, ce qui est déjà énorme, parce qu'en France, on a une réglementation qui est assez stricte et avec plein d'étapes à franchir qui sont pas du tout évidentes pour un nouvel entrant, pour un débutant de la donnée de santé, entre guillemets. Mais avec le Health Data Hub, l'idée, c'est d'aller plus loin et d'aller jusqu'à réunir des données et les mettre à disposition de manière effective. Donc, l'idée, c'est de le faire pour des porteurs de projets habilités. Ça n'est pas de l'open data, c'est du partage de données, mais sous certaines conditions. Pour des projets qui visent l'intérêt public, donc on va toujours s'assurer que le projet va améliorer le système de santé d'une manière ou d'une autre. À nouveau, il faut être garant des droits des citoyens. Les données ne sont pas manipulées n'importe comment. Et l'ambition du Health Data Hub, ça va être de pouvoir réunir, un petit peu comme ça se fait au niveau du Grand Ouest pour des établissements hospitaliers, pour des projets qui ont une envergure nationale, pouvoir le faire à l'échelle nationale et pouvoir chaîner des bases entre elles, puisqu'il y a beaucoup de cas d'usage, vous avez pu le voir dans les exemples que j'ai cités, qui nécessitent d'avoir plusieurs sources de données. Et aujourd'hui, ces sources, souvent, elles sont cloisonnées, elles sont gérées avec des gouvernances différentes, avec des règles, des systèmes d'information différents, et ça freine la capacité à réaliser les projets, avec par exemple des appareillements qui peuvent prendre 3 à 4 ans en France à l'heure actuelle. Donc, au niveau du Health Data Hub, en 1 an de mise en place, ce qu'on a pu faire, c'est mettre en production une première version de la plateforme technologique, puisque les porteurs de projets vont pouvoir, s'ils le souhaitent, si c'est pertinent pour leur projet, traiter les données dans la plateforme. Donc, aujourd'hui, les projets qui utilisent la plateforme, à l'heure où je vous parle, c'est des projets relatifs à l'épidémie, nécessairement, qui ont été un peu prioritaires, mais on est en train de mettre à disposition les données pour le projet d'Implicity que je vous ai évoqué. Et les autres projets qui ont été autorisés arrivent juste après. Et le projet Hugo Share, par exemple, du réseau Hugo, va pouvoir accéder aux données là au premier semestre dans la plateforme également. On accompagne, comme je vous le disais, une quarantaine de projets. 8 d'entre eux ont eu une autorisation de la CNIL, ce qui est un jalon très important puisque la CNIL, c'est l'autorité habilitée à autoriser les projets sur des données personnelles de santé en France. C'est pas du tout le Health Data Hub qui prend cette décision, c'est bien la CNIL. Nous, on est quelque part maîtrise d'œuvre, on va mettre à disposition les données pour des projets qui ont eu cette autorisation, ce sésame. On a aussi toute une démarche de valorisation scientifique
scientifique et d'animation d'écosystèmes, puisqu'on voit qu'il y a plein d'initiatives extrêmement intéressantes qui se passent sur le territoire, mais qui se connaissent pas toujours nécessairement. Donc, on essaye avec colloques sur les données de santé, Winter School, Data Challenge, de diffuser un petit peu tout ça. Et on a aussi créé une direction citoyenne pour engager la société civile, parce qu'on voit bien que sur un sujet comme les données de santé, si on veut que ça marche et que la société civile soit partie prenante de cette ambition, il faut qu'on arrive à vulgariser les enjeux à réutiliser des données de santé. Et ça, c'est pas du tout quelque chose d'évident, parce que c'est quand même très abstrait initialement une donnée de santé. Donc, si on veut que vraiment passer à l'échelle en France, moi, j'identifie beaucoup finalement d'acteurs qui interagissent. Donc, on a le porteur de projet lui-même qui veut conduire son projet à partir des données de santé. Donc, lui, il doit s'engager à être transparent sur son projet. C'est ça aussi qu'il va rendre à la société civile, de décrire son projet et même de partager certains de ses résultats. Et ça, c'est un engagement légal du SNDS. Il va aussi… Je crois qu'on voit bien l'ensemble là. Je vais juste vous arrêter pour qu'on revienne sur, encore une fois, une application de cette question. Les questions de gouvernance, elles sont effectivement très importantes. Et je crois que là, on voit bien que le système est bien bâché. Mais je reviens sur un exemple, puisqu'on a…